Donc, un gros merci à Éloi pour ce segment Ligue majeure du Québec. Marc-Antoine, on passe au segment plan de match et tu voulais cette semaine nous parler de Nate Danielson, un des favoris de Julien. Oui! Ben c'est ça, j'ai un peu bousculé parce qu'à chaque fois qu'on parlait d'un espoir, il mentionnait Nate Danielson, puis il fallait que la journée que je fasse un topo sur lui, il n'est pas là. Fait que je suis fort déçu, évidemment, mais il peut le voir en Ben oui. rattrapage, comme tous nos auditeurs d'ailleurs. Donc voilà. Oui, Nate Danielson, bon voilà, Nate Danielson, c'est un joueur que je pense que les gens voient un peu peut-être entre, si on parle de classement, là, mettons de recruteurs, il y a Corey Proman qui est le 5 et un gars comme Craig Button peut l'avoir autour de 20. Là. Fait que je pense qu'il y a quand même une marge. La vérité est probablement entre les deux. Je vois vraiment une équipe peut-être comme Pittsburgh. C'est un joueur que je pense qui va arriver plus tôt que tard, responsable, peut jouer au centre, puis ça fait pas de mal s'il est à l'aile. Fait que je pense que c'est comme un joueur une équipe qui a glissé, qui a sous-performé, là, un peu comme Pittsburgh peut-être, un peu comme Calgary. Je le verrais être ciblé là, à ce moment-là. Voilà. Donc, je peux vous parler grosso modo, en fait, de quelques forces que je vois dans son jeu. Donc, pour moi, Nate Danielson, c'est un joueur qui ressemble un peu peut-être à un Dylan Cousins, un Elias Lindholm, c'est-à-dire un joueur responsable défensivement. C'est des joueurs aussi qui ont débuté à jouer à l'aile, puis là, tranquillement, pas vite, reviennent au centre. Donc, il y aurait peut-être quelque chose comme ça que je vois du côté de Danielson. Une de ses qualités aussi, puis je pense que c'est pas tous les recruteurs qui sont d'accord et ça me surprend beaucoup, son patin. Oui, c'est un gars de 6 pieds 1 qui est proche de 6 pieds 2, mais ça reste quand même, pour moi, un très, très, très bon patineur. Et si on considère sa grandeur, il est proche d'un excellent patineur. C'est un joueur qui a tout le temps les pieds en mouvement. Donc, ça aussi, c'est une grande qualité. Je pense que, tu sais, un peu comme McDavid, il est toujours en mouvement. C'est quelque chose qui est bien. C'est un peu comme un Zach Benson aussi dans ce repêchage-là. Ils sont tout le temps à la recherche d'une option de passe, ils sont tout le temps à la recherche. Il tourne très rapide, il tourne très, comment dire, sec sur ses patins. C'est-à-dire que des fois, on dit un joueur toujours les pieds en mouvement. C'est pas toujours bon. Des fois, il faut freiner parce qu'on veut bloquer un lancer, par exemple. Donc, lui, c'est pas son cas. C'est un joueur extrêmement responsable défensivement. Une petite affaire, par contre, c'est que c'est un late, c'est-à-dire qu'il y a une année d'expérience de plus. Un peu comme Austin Matthews l'était, un peu comme l'année de Capo Caco, c'était Jack Hughes. Donc, Capo Caco était late, je pense. En tout cas, ça pour dire que late, ça fait en sorte que oui, tu as une année d'expérience de plus. Donc, tu as comme 2 années techniquement pour te prouver. Lui, l'année qui était là avec les Wheat Kings de Brandon, donc c'est son équipe, avait connu une saison à peu près d'1 point par match. Ce qui est très bon, je veux dire. À ce moment-là, tu es, règle générale, un choix de première ronde. Et là, cette année, est autour de 1,30. C'est-à-dire qu'il est quand même au-dessus de. Il est peut-être un. Comment dire? Ce serait peut-être un joueur qui produit toujours très bien à la maison, mais un peu moins à l'extérieur, mettons. D'ailleurs, parlant de jouer à la maison, de jouer à l'extérieur, c'est un joueur aussi qui partage le capitanat avec un joueur qui partage le capitanat avec un autre joueur. C'est-à-dire un joueur qui, lui, est overage, là, il va avoir 20 ans. Donc, Richie, donc dans le fond, l'année passée, qui était là. Donc, il partage le capitanat. J'ai vu des faiblesses aussi, c'est-à-dire que, étant donné qu'il est capitaine, étant donné que c'est un des leaders dans l'équipe et qu'il n'a seulement que 18 ans, je l'ai vu faire des jeux un peu audacieux. Oui, il est responsable défensivement et ça paraît parce que plus il joue contre une équipe euh, offensivement importante, plus je le trouve bon défensivement et plus il y a des croûtes à manger. C'est-à-dire que plus que c'est pas supposé être une défaite, ben là, soudainement, je le sens là, faire des jeux, bousculer des jeux qui ne devraient pas avoir lieu. Des fois, des rondelles à récupérer à une main. Des fois, tente de faire une feinte alors qu'il y a un bon physique, il devrait essayer de déborder. Ce genre de choses-là. C'est pour ça que des fois, par moments, je suis un peu déçu. Un autre aspect, peut-être, c'est que son potentiel offensif, je trouve son arsenal offensif très limité. Il est souvent en train de déborder et c'est souvent des espèces qu'on appelle des cuillères, là, la spoon, c'est-à-dire souvent cette feinte-là qu'il va essayer de faire. Dans la Ligue nationale, est-ce que ça va fonctionner un joueur qui a une feinte et qui, règle générale, il déborde? Peut-être pas. Mais par contre, son plancher est assez élevé pour dire, ben, ça serait peut-être le meilleur troisième centre. Tu sais, le troisième centre, comment dire, la troisième ligne, ça va être un centre. Bon, ça serait le meilleur de minimum. Exactement. Mais après ça, moi, je ne serais pas surpris. Je veux dire, par moment, il m'a sorti des jeux où je me dis, tabarnouche, c'est pas loin d'un Philippe Forsberg. Là. Peut-être pas un lancer aussi violent, aussi précis, mais quand même, je trouve qu'il y a un bon lancer. Il n'y a pas de faiblesse apparente. Et si, dépendamment d'où tu te positionnes, si tu penses que le repêchage est rempli de grosses vedettes, ben, j'irais peut-être pas avec Danielson. Mais si il y a beaucoup de bémols sur plusieurs joueurs, ben là, j'irais avec Nate Danielson. Puis vraiment, je persiste à penser qu'une équipe
qui est supposé dans dans les séries, mais que malheureusement, ils ont sous-performé. Moi, j'irais avec Nate Danielson. Je pense qu'il y a quand même un plancher d'au moins 45-50 points, puis un plafond peut-être d'autour de 65 là, à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, Backstrom, Michael Backlund, je veux dire. Michael Backlund a connu une excellente saison. Il n'a jamais été échangé. Il a une lettre sur son chandail. Il a joué sur le deuxième trio de Calgary, je pense, pendant 15 ans. Donc, je verrais quelque chose d'assez similaire. Et si un jour, il se rend pas loin de Forsberg, Forsberg, c'est quand même un joueur qui est capable de faire une trentaine de buts par année et des années où il en a fait 40. Fait que je verrais ça de ce côté-là là, pour Nate Danielson. Et si je ne me trompe pas, on en a parlé quand même pas mal dans les dernières semaines. Tu parles de son capitanat aussi. C'est un joueur qui a une bonne tête sur les épaules et qui, justement, cadrerait bien dans une organisation, comme tu le mentionnais tantôt, avec les Penguins de Pittsburgh, par exemple. Oui, vraiment. Puis je pense que, tu sais, c'est un peu être capitaine, ça ne veut pas dire, tu sais, je veux dire, c'est pas une équipe remplie de joueurs qu'on connaît pour leur leadership. Par contre, on n'est vraiment pas obligé de le donner techniquement à un joueur aussi jeune. Il n'y a rien qui empêche de le donner à un 20 ans. Les équipes sont remplies de joueurs de 20 ans. Ben, remplies pas, c'est pas vrai, mais au moins des 19 et des 20 ans. C'est-à-dire que c'est à peu près le tiers, voire. Oui, c'est ça, c'est à peu près le tiers de ton équipe. Fait que tu aurais pu donner une lettre à un joueur comme ça, mais on a préféré le donner à Nate Danielson parce qu'il joue très bien les deux sens de la patinoire. C'est un joueur qui est constamment dans le tapis. Je l'ai vu aller là, contre Connor Bedard. Il y a plein de matchs parce qu'ils sont dans la même division. Écoute, il a donné du fil à retordre. Là. Il est tout le temps bâton à bâton, soulève son bâton, le frappe, le regarde. Puis, contrairement à Bedard, qui à un moment donné a pogné une air contre lui, pas Nate Danielson, il y a quelque chose, il y a un sang-froid chez ce jeune homme-là. Et bien franchement, il y a des matchs où, évidemment, Connor Bedard est 100 fois meilleur, mais Nate Danielson n'était pas surclassé. C'est dans la même ligue quand même que Connor Bedard. Donc voilà. Je serais peut-être même prêt à vous montrer les extraits. D'ailleurs, c'est pas des extraits. Oui. J'ai pas décidé de prendre des extraits où je me dis waouh, quelle feinte. Parce que quand tu regardes un match de Nate Danielson, ce qui te fait sauter de ton siège, c'est qu'il est constamment en mouvement, qui est rapide et qui est capable d'amener les rondelles au filet. Donc, c'est un lancer comme ça, je l'ai mis pour montrer la qualité de son lancer, mais c'est pas vrai qu'il fait ça à tous les matchs. Sur ses 33 buts, ben, la vérité est beaucoup plus qu'il récupère un retour, que sur l'avantage numérique, il est capable de mettre une rondelle au filet. Et contrairement à un joueur comme Braden Yeager, par exemple, ce joueur-là est capable de marquer sur le désavantage de l'avantage numérique et à 5 contre 5. C'est un joueur extraordinaire à 5 contre 5. Il ne te fera jamais mal. Donc, c'est pour ça que à ce moment-là, je suis un petit peu plus excité des fois par un gars comme Nate Danielson parce que s'il joue bien défensivement et il réussit à amener ça dans la Ligue nationale, ben après ça, ce qu'il a à gagner, c'est complètement, c'est tout simplement son jeu offensif. Donc moi, c'est vraiment au niveau de diversifier l'arsenal que tu sais, c'est pas rare là, que Nate Danielson voilà, déborde, amène une rondelle au filet avec sa grandeur et sa portée. Donc, c'est sûr que tu te dis, ben, il va-tu faire une tonne de points? Peut-être pas, mais en même temps, c'est peut-être le joueur le plus safe. La Ligue nationale s'en va vers de plus en plus de vitesse et la moyenne, oui, descend, mais ça reste quand même une ligue autour de 6 pieds 200 livres. Puis là, lui, il a déjà le physique de l'emploi et il patine mieux que beaucoup. Tu sais, je veux dire, c'est, pour moi, selon moi, là, c'est peut-être un des tops dans ce repêchage-ci. Il fait peut-être partie des 10 meilleurs patineurs là, du repêchage. Nettement plus rapide que Dvorsky, nettement plus rapide que Perreault, nettement plus rapide. Je veux dire, il est plus rapide que Will Smith aussi. Là. Il est plus rapide que Michkov aussi. Là. Il est plus rapide que. Tu sais, il est plus rapide que bien les joueurs. Mais c'est sûr que là, après ça, si le but, c'est de remplir le filet, c'est peut-être moins ça. Tu sais. C'est peut-être pas pour une équipe qui veut partir sa concession en se disant, il va faire, c'est sûr qu'il est sur nos 2 premières lignes. Par contre, si tu as déjà une équipe, puis tu as beaucoup d'espoir, qu'ils ont un haut plafond, c'est plus difficile au niveau du plancher, puis tu as des craintes sur leur jeu défensif, bien là, c'est sûr que c'est clé en main avec Nate Danielson. Donc voilà, ça c'est un jeu très rusé, c'est-à-dire qu'il fait une feinte, on le voit peut-être moins bien, mais il ramène la rondelle comme s'il va tirer, pousse vers l'extérieur pour se donner de la place, l'envoie jambière opposée, ce qui donne un retour au joueur Nolan Ritchie qui est à côté, qui est avec le joueur avec qui il partage le capitanat. Et je trouve que pour un joueur qui était capable de faire une 70aine de points en ayant un début de saison très difficile, en ayant assumé le rôle de capitaine à son année de repêchage, être le premier centre de cette équipe-là, il y a 2 joueurs qui sont offensifs, Ritchie et Pasternak. Il a réussi quand même à ramasser 70 points. Donc, vraiment, moi, je suis complètement à terre. Et surtout qu'ils n'ont pas des bons défenseurs avec une bonne relance. Ça fait en sorte qu'il faut qu'ils descendent très bas dans la zone, récupèrent une rondelle, puis avec sa vitesse, passe 3 zones. Zone défensive, zone neutre, puis arrive en zone offensive. Donc, il a fait autant de points. Je suis agréablement surpris. Là.
Ben, comme tu le dis, ce qui est intéressant aussi, c'est que son plancher, pardon, est très haut. Ben Donc, oui. tu le sais, à tout le moins, c'est un troisième centre et dans une équipe qui aspire déjà à peut-être retourner rapidement en éliminatoire ou à tout le moins qui a déjà une belle profondeur, si on veut, au niveau du centre, ben, à ce moment-là, c'est un ajout que tu peux faire justement qui vient compléter et solidifier ta ligne de centre. Puis, ce qui est intéressant aussi, juste pour ton information, on sait que Julien a suivi le segment en direct parce qu'évidemment, a commenté par nous Dvorsky, son préféré, encore une fois. Donc, mais Julien a suivi le segment et je pense qu'il a apprécié que tu parles de Nate Danielson. Ben, c'est bien, puis c'est ça, on parle, tu sais, des fois, peut-être que oui, le lancer de Dvorsky est une force, mais je serais pas prêt à dire que son patin est une force, puis au niveau des mains, on est très similaires. Tu sais, je veux dire, le lancer de Nate Danielson est dans la moyenne, et peut-être moyenne un petit peu élevée. Dvorsky est au-dessus de la moyenne, mais son patin est en dessous de la moyenne, alors que le patin de Danielson est dans la moyenne. Ils ont des mains relativement similaires. Et tout ce qu'on entend de Nate Danielson, c'est un jeune extraordinaire, c'est un jeune très responsable, c'est un joueur tellement facile à coacher. Et s'il se ramasse dans une équipe avec Pittsburgh qui a énormément de leadership, ben, ça pourrait devenir un peu la métaphore d'avoir une chandelle. Ben là, on en donne une autre chandelle. Elle, elle ne s'éteint pas. Donc, ça se transfère, ce leadership-là. On apprend par l'exemple. Et s'il tombe avec Pittsburgh, je vais être tellement heureux pour lui parce que ça serait vraiment un environnement idéal, selon moi.